Alors Christophe, quel est le pire conducteur que vous ayez rencontré? Peut-être vous êtes monté dans sa voiture d'ailleurs, une crainte automobile vous revient? Le pire conducteur, c'est moi. Non, en dehors effectivement de notre société, en fait, moi je suis un passionné d'automobile et je fais des rallyes de véhicules anciens. Donc très souvent, je considère que je suis un peu le pire conducteur dans ces cas-là, parce que je n'arrive pas à faire des aussi bons temps que ce qu'on souhaiterait, quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk Décideur du Figaro. Aujourd'hui, j'accueille un chef d'entreprise qui est résolument tourné vers le futur. Il dirige depuis 4 ans Navia, qui est une entreprise lyonnaise de navettes autonomes. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, les robots, l'intelligence artificielle, les voitures volantes, les voitures autonomes, on parle de ça depuis déjà quelques années. Ça fait fantasmer, ça nourrit beaucoup de fantasmes. Et concrètement, on y sera quand ? Nous, on considère qu'on y est déjà. Donc, effectivement, parce qu'on a conçu et réalisé un premier véhicule qui est une navette autonome et qui était suivi par un deuxième modèle qu'on a présenté l'année dernière, qui est un robot taxi, qui s'appelle l'Autonome Cab, et sur lesquels tous les jours on fait circuler ces véhicules. On a déjà transporté plus de 300 000 personnes, donc ils circulent un peu partout dans le monde, puisqu'on est présent dans 18 pays. Et ça nous permet effectivement de démontrer tous les jours qu'on fait des progrès dans cette direction et que finalement ce futur dont on parlait un peu pour les véhicules autonomes aux alentours de 2021, 22, 23, il est déjà là, se rapproche. Ouais. Si on s'était vu l'année dernière, on se serait dit finalement ça sera toujours dans cet horizon de temps et tous les gens qui travaillent, que ce soit nous, nos compétiteurs, finalement on rapproche cet objectif de temps. Et donc on est véritablement aujourd'hui capable de faire des bonnes démonstrations. Donc, dans votre monde professionnel à vous, vous êtes en plein dedans, et pour le grand public, c'est imminent, quoi. Alors deux cas de figure, si vous voulez, sur les véhicules autonomes pour le grand public, votre voiture de tous les jours, ça c'est assez loin. Par contre, le véhicule autonome en mode partagé dans les grands centres urbains, ça par contre c'est pour demain. Oui. Donc nous on fait déjà avec des navettes autonomes qui roulent en circuit ouvert, ce qu'on appelle sur les routes ouvertes. Et puis on va lancer par exemple avec Autonome Cab à Lyon, avant la fin de l'année, 5 robots taxis dans les rues de Lyon pour faire une démonstration de ce qu'on sait faire. D'accord, et ça donc vous dites qu'il y a déjà, vous avez transporté 300 000 personnes, vous dites? Sur les navettes, sur notre partie navette, et puis le Cab donc, qui est un nouveau véhicule. Et donc vous, des trajets en véhicule autonome, vous en avez fait combien déjà? Moi, j'en ai fait une centaine. Vous savez, nous, on assiste de plus en plus effectivement, à tout ce qui s'agit des démonstrations, mais effectivement, on n'est pas encore tous les jours dans nos véhicules. Moi, je suis un grand fan de véhicules électriques parce que je roule en véhicule électrique, pas hybride, mais depuis très longtemps. Et puis la partie autonome, c'est la partie suivante de ces nouveaux systèmes de mobilité qui sont complètement nécessaires dans les grands centres urbains maintenant. Et donc, comment ça se passe? Si vous vous replacez votre premier trajet en véhicule autonome, c'était comment? Est-ce qu'on fait vraiment confiance à cette machine? Ou alors il y a quand même une crainte de... Je vais prendre une petite anecdote. La première fois qu'on a présenté la navette autonome, moi j'étais ravi. Et juste avant de le présenter, j'ai demandé à ma fille, qui a maintenant 25 ans, de monter à bord. J'étais très fier de lui montrer ce véhicule. Et finalement, elle est montée à bord, puis elle est descendue, elle a fait « and so what ?» Parce que c'est tellement, si vous voulez, dans l'état d'esprit des personnes de votre génération, si vous voulez, qui sont sur le fait que, si vous voulez, ça paraît normal qu'on arrive à faire ça. Donc tout ce qui est la force de Navia, c'est d'arriver à rendre ces choses possibles. Et c'est une très grande fierté, mais c'est toute cette technologie qu'on met à bord des véhicules, finalement, pour le citoyen, pour l'individu grand public, ça doit être masqué. Les gens doivent se rendre... se rendre compte qu'effectivement maintenant c'est possible, se sentir en sécurité dans ces véhicules et puis finalement les utiliser de plus en plus. Et ça se fera selon vous naturellement? Ce qui est très effectivement encourageant, c'est que quelles que soient les opérations qu'on a un peu partout dans le monde, entre 90 et 95% des gens qui montent à bord sont favorables à ce type de transport. Donc c'est véritablement la signification que c'est vraiment l'avenir et que ça va être utilisé. Alors Navia, c'est une pépite française, mais on parle surtout beaucoup dans les médias de votre concurrent, on peut le dire, Tesla, l'américain. Alors nous, en France, on est comment sur cette technologie? On est en avance, un peu en retard? On est au même niveau que les Américains? Où est-ce qu'on se situe? Alors clairement, au niveau du marché des navettes autonomes, on est très clairement en avance, puisqu'il n'y a que 2 sociétés véritablement au monde qui fabriquent ça, donc notre concurrent General et Navia. Et puis à côté de ça, effectivement, le marché des robots taxis, sur lequel là, la compétition est beaucoup plus importante. Alors Tesla n'est pas complètement sur ce type de marché. Nous, on considère qu'on est plutôt en compétition avec Waymo, avec Cruise Automation, qui est une filiale de GM. Et effectivement, cette compétition, elle est colossale, mais ça nous oblige effectivement à
toutes les personnes qui font partie de Navia à augmenter notre niveau de compétence, à être effectivement capable d'être en compétition avec ces grands industriels. À recruter sans cesse les meilleurs talents. L'un des principes essentiels aussi de cette nouvelle technologie, c'est de garantir une sécurité sans faille, si je puis dire. Et pourtant, il y a quelques mois, on a vu aux États-Unis qu'une piétonne avait été percutée par un véhicule autonome Uber. Donc le danger, le zéro danger n'existe pas finalement. Ouais. Comme il n'existe pas, si vous voulez, dans la circulation urbaine de tous les jours. Hein. Donc je crois qu'il faut aussi ramener ça à cet échelon. Donc bien évidemment, c'est de la responsabilité mutuelle et acceptée par tous les gens qui travaillent dans ce métier de faire les véhicules les plus sûrs possibles. Maintenant, plus on veut que ces systèmes de transport deviennent réels et plus on doit les tester en milieu réel. Et donc de toute façon, on n'est pas à l'abri, je dirais, effectivement, d'incidents. Et on accorde tout autant d'importance à des incidents qui peuvent être tout à fait matériels et mineurs que, évidemment, à l'incident auquel vous faites référence. Mais ceci étant, je fais le parallèle avec l'industrie pharmaceutique. Quand vous concevez un médicament, très souvent ça sauve beaucoup de vies, mais malheureusement, de temps en temps, ça provoque des complications. Et ça sera un peu la même chose pour les véhicules autonomes. Donc il faut l'accepter. Si on ne fait pas ça, vous êtes fabricant de véhicules autonomes, vous ne travaillez pas parce que vous aurez toujours la peur d'avoir ce type d'incident. Ouais, donc vous l'avez dit, cette technologie, ces voitures autonomes, ça se démocratise petit à petit. Vous avez dit que vous étiez déjà à Lyon, dans le quartier Confluence, quartier d'affaires, à la Défense aussi, je crois. Du coup, le déploiement de ces technologies-là, à plus grande échelle dans les centres urbains, ça va se faire comment? Vous allez construire une ligne de métro finalement, avec des quartiers d'urgence, etc. Clairement, le but pour nous, si vous voulez, c'est de faire véritablement des véhicules qui s'insère, si vous voulez, dans le trafic normal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'infrastructure. Le force des véhicules autonomes aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on va pouvoir déployer ça sans infrastructure. On le voit, si vous voulez, par exemple, dans le cadre du projet du Grand Paris, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des délais qui sont très longs. Nous, on n'a pas de délai, on n'a pas d'infrastructure lourde à déployer. Il y a quelques petites choses à faire, mais vraiment, ça peut se déployer très rapidement. Donc, c'est pour ça que l'horizon de temps, il peut être très rapide. Et encore une fois, vous parliez des expérimentations, il faut les multiplier. Alors, on parlait tout à l'heure pour rester à la pointe de la technologie et faire en sorte que cette pépite française soit parmi les meilleures du monde, il faut recruter les meilleurs talents. Typiquement, quels sont les profils que vous recrutez? Alors, on a cette chance, si vous voulez, en France, d'avoir très souvent des écoles d'ingénieurs de très grande qualité, que le monde nous envie. Donc, effectivement, nous, on n'a pas trop de difficultés aujourd'hui à recruter, même s'il y avait une concurrence très effrénée sur le recrutement des jeunes talents. Mais plus l'image de marque de Navia, je dirais, augmente, plus, je dirais, on est connu, et plus les challenges sont importants, et on arrive à attirer des talents comme ça. Évidemment, après, il faut les retenir. Donc, c'est pour ça qu'on a introduit récemment Navia en bourse et qu'il y a la possibilité, effectivement, maintenant, de les intéresser au développement de l'entreprise et d'attirer de plus en plus de talents. Merci Christophe Sapet. Merci.